Bonjour à toutes et à tous, c'est notre santé spéciale fibrillation atriale aujourd'hui. Sous ce nom quasi inconnu du grand public se cache une maladie qui concerne 750 000 Français et dont on estime qu'elle en touchera 2 millions à l'horizon 2050. Elle est aussi responsable de 15% des attaques de paralysie. Un vrai tueur silencieux, un vrai sujet de santé publique. Alors nos invités aujourd'hui sont le docteur Sandrine Deltour, bonjour. Bonsoir. Vous êtes responsable de la prise en charge des AVC à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le professeur Gilles Montalesco, bonsoir, chef de service de cardiologie dans le même hôpital. Alors on va retourner à l'école brièvement. Notre cœur est composé de 2 oreillettes et de 2 ventricules, ça je crois que tout le monde le sait, qui battent de façon très précise et surtout harmonieuse. Ça c'est pour la normalité. Parfois le rythme n'est plus harmonieux. Alors on a plusieurs termes, dont un qui est la fibrillation. Oui, la fibrillation c'est des contractions extrêmement rapides, petites et inefficaces d'une cavité cardiaque. Ça peut être une oreillette, ça peut être un ventricule. Oui. Quand c'est une oreillette, eh bien, on a une espèce de paralysie de la contraction des oreillettes et ça pose problème. Le langage grand public a retenu aussi tachycardie. C'est quoi? C'est la même chose? Oui, alors c'est vrai qu'ils retiennent tachycardie parce que c'est un rythme qui s'accélère, mais faut-il, ce rythme peut être soit régulier, soit pas, mais c'est vrai que c'est souvent tachyrythmique à utiliser. Alors vous dites fibrillation, selon l'endroit où ça se passe, ventricule-oreillette, on va parler de fibrillation ventriculaire, ou atriale. C'est bizarre, atrial, ça vient d'où? Atrium, c'est l'oreillette. Ah, c'est une autre façon de dire l'oreillette. C'est plus savant, mais c'est la même chose. D'accord, donc c'est la fibrillation de l'oreillette. On passe sur la fibrillation ventriculaire, qui est une urgence absolue. Fibrillation ventriculaire, c'est l'arrêt cardiaque. Ouais. Le traitement, c'est le choc électrique immédiat, et d'où les défibrillateurs qu'on a un peu partout maintenant, et que les gens doivent apprendre à manier. En revanche, fibrillation atriale, c'est les oreillettes, ça, apparemment pas d'urgence absolue, puisque il y a tellement de patients. D'ailleurs, j'ai donné les bons chiffres au commencer, parce qu'on ne sait jamais, on lit un peu tout. Oui, enfin 15%, c'est peut-être un peu plus d'AVC avec la fibrillation auriculaire. Mais le nombre de 750 000 malades... Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ouais. Ça fait du monde, quand même. C'est beaucoup de monde. On dit à peu près qu'il y a 20% de nos patients qui ont fait un AVC qui est lié à une fibrillation auriculaire. Ah oui, donc vous qui vous occupez que d'AVC, souvent les gens y arrivent et vous recherchez ça tout de suite? Exactement. D'accord. Dans la fibrillation atriale, donc c'est les oreillettes qui se mettent à battre de façon anarchique. Mais alors, pourquoi on dit qu'il n'y a pas de symptômes et qu'on ne le sent pas? Parce que c'est quand même quelque chose qui doit pas être... qui devrait être ressenti par le patient? Alors, ça peut être asymptomatique, mais c'est quand même souvent associé à des symptômes qui peuvent être de vulgaires palpitations que le patient ressent. Alors, que palpitation, c'est quoi? Palpitation, les patients en général décrivent volontiers ce mot. Oui, c'est un terme grand public qui voilà, revient. Qu'on ressent des battements bizarres dans son thorax. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'essoufflement, ça peut être des vertiges, donc ça peut être un peu n'importe quoi comme symptôme, mais il y a quand même beaucoup de patients qui ressentent quelque chose lorsqu'ils sont en fibrillation auriculaire, et puis il y a des patients qui ne ressentent pas leur fibrillation. Il y en a qui ressentent pas. Oui, il y a des gens qui ne ressentent absolument rien, et c'est des fibrillations souvent, d'ailleurs, pas très rapides, il n'y a pas la fameuse tachycardie, mais il y a l'arythmie, et c'est peut-être ceux qui arrivent pour la première fois en neurologie avec l'accident vasculaire cérébral. Ils ont ça pendant un bout de temps, et un jour ils arrivent chez vous. Et pourquoi ça, ils arrivent chez vous brutalement avec une Alors le fait de cette irrégularité au niveau de l'oreillette, ça va favoriser la formation de caillots de sang, et puis la contraction suivante, le caillot de sang va être chassé, et c'est beaucoup plus facile d'aller dans le cerveau que d'aller par le bas, et donc assez naturellement le caillot vient de se nicher dans une artère du cerveau, et donc il interrompt brusquement la vascularisation, et donc l'accident vasculaire d'une seconde à l'autre arrive. Et là, évidemment, le diagnostic se fait tout de suite. Mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur les signes. Donc, si on ne ressent pas de palpitations, toutes les autres, des vertiges, des choses comme ça, c'est quand même des choses assez banales. Il n'y a rien de spécifique de la fibrillation atriale. Non, les palpitations sont sans doute le symptôme qui va attirer l'attention sur le thorax et le cœur. Les autres, pas forcément. Mais une simple visite médicale, normalement, peut débusquer l'arythmie. Parce que le médecin va faire ce qu'il faut pour faire le diagnostic. Mais si on ne voit personne, eh bien, il n'y aura pas de diagnostic. On va y venir. Est-ce qu'une fibrillation, c'est toujours le témoin d'une maladie cardiaque potentiellement grave, ou ça, on peut vivre toute sa vie avec une fibrillation? Alors d'abord, c'est souvent associé à une maladie sous-jacente cardiaque
grave ou pas grave d'ailleurs. La plus fréquente, c'est quand même l'hypertension artérielle. Et souvent, une hypertension artérielle aussi négligée ou inconnue du patient, avec une arythmie, elle aussi inconnue du patient. Les deux peuvent être découverts en même temps. Et puis, ça peut être une maladie coronaire, qui est une maladie grande pourvoyeuse. Mais là, on dit plutôt que c'est des douleurs qui mettent en évidence... oui, mais la maladie coronaire peut elle aussi être asymptomatique, avec de l'ischémie silencieuse, et chez les patients diabétiques par exemple. Et donc on peut avoir aussi une maladie coronaire silencieuse avec une arythmie qui va se révéler. Donc si je comprends bien, quand c'est grave, ça se retrouve dans le service de Sandrine. Quand c'est pas grave, vous explorez pour savoir d'où ça vient. Oui, non, parce que ça peut être aussi de l'insuffisance cardiaque, l'arythmie, et ces patients-là, ils arrivent rapidement dans les soins intensifs de cardiologie aussi. Bon. Quand on a une fibrillation auriculaire, le diagnostic devrait être le plus rapide possible. Vous avez une idée du délai moyen entre une fibrillation et son diagnostic? C'est très difficile à dire, puisqu'il y a des patients qui sont en fibrillation sans le savoir. Sans le savoir, oui. Le diagnostic est compliqué? Un diagnostic, justement, est simple et peut quasiment se faire tout seul si les gens sont informés. La prise de pouls est le moyen le plus simple pour dépister un pouls qui n'est plus régulier. Au poignet, c'est possible, et parfois c'est plus facile d'aller prendre le pouls au carotide et de noter qu'il est rapide ou pas, régulier ou pas. Alors on pourrait penser que c'est quelque chose que, dans un monde où les gens sont passionnés par leur santé, c'est un exercice qu'ils font de prendre leur pouls. Or, on a l'impression que les gens ne prennent plus leur pouls. Oui, parce qu'ils ne savent pas, et on passe d'ailleurs nos consultations à bien leur expliquer, surtout quand on la recherche, quand ils ont fait un accident vasculaire dit sans cause et que ça fait partie effectivement des recherches, on leur explique bien en consultation, on passe du temps pour ça. C'est quoi un pouls normal? Vous nous rappelez les valeurs normales du pouls? Pas quand on rentre dans votre cabinet qu'on a l'effet blouse blanche. Hein, mais c'est quoi la valeur normale du pouls? C'est entre, après ça dépend des patients, mais on va dire que c'est entre 60 et 80 au repos. Donc au-dessus de 80, ça reste à peu près normal. Mais quand ça dépasse combien? Enfin, une arythmie rapide, elle va souvent être très rapide, 110, 120 par minute. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je crois que ce qu'on vient dire aux patients, c'est l'irrégularité. C'est pas tant c'est vraiment, ça se prend au repos et c'est l'irrégularité. Parce que la fibrillation auriculaire donne une accélération, mais aussi une irrégularité quand on prend le pouls. Surtout ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'on ressent quoi? C'est-à-dire, c'est les battements qui sont anarchiques. En tout cas, c'est pas régulier. C'est-à-dire que d'avoir un battement régulier, quand on prend son pouls, on comprend bien ce que ça veut dire irrégulier. Hein. Bien sûr, non, mais c'était... tous ceux qui ont la mode des montres connectées, tout ça, ça peut servir d'alerte, parce que tout le monde, on voit le nombre de gens qui ont des montres comme celle-là, qui prennent leur battement cardiaque. Ça vous a amené des patients ou pas? Alors, ça n'a pas l'air évident. Non, il y a quand même des données sur les téléphones, les smartphones et les montres connectées, mais aussi les tensiomètres, qui font le même travail, qui permettent de détecter la fibrillation auriculaire. Et je pense que c'est bien, parce que c'est très fiable et ça détecte justement les irrégularités et ça envoie des messages. Si je comprends bien, quand on va chez son généraliste, on n'a pas besoin d'aller chez le cardiologue ou le neurologue, il suffit qu'ils mettent un coup de stéthoscope pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord? Oui. Ou pas? Oui. Donc, on peut imaginer que les millions d'hypertendus qui continuent à aller voir leur médecin, toutes les visites, on ne devrait presque plus passer devant des fibrillations auriculaires, sauf si ça apparaît au jeune âge. Non, alors c'est sûr que si l'arythmie est permanente, le médecin va la trouver. Mais le problème de l'arythmie, c'est qu'elle n'est pas forcément permanente. La fibrillation auriculaire peut être de temps en temps. Elle peut être paroxystique, c'est-à-dire être là à un moment donné et pas là le lendemain, pas là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et revenir. Ah oui, c'est même les plus fréquentes. Donc ça n'arrange pas la rapidité diagnostique, tout ce que vous racontez. Eh bien non. Il faut saisir l'épisode. Donc on passe à côté de pas mal de malades. Vous vérifiez avec des examens complémentaires quand vous avez une fibrillation atriale. Vous faites des électrocardiogrammes. C'est tout. Systématique. C'est tout. Bon, alors donc là vous avez une fibrillation atriale. Vous faites quoi?
Donc je suppose que ce n'est pas chez vous, parce que... Quand on arrive chez moi, c'est que malheureusement le diagnostic n'a pas été fait ou tout au moins le traitement n'a pas été suffisant. Mais l'urgence n'est pas de traiter la fibrillation atriale quand on arrive avec un AVC chez vous. Non, ça reste plus urgent, exactement. Donc je me tourne vers celui qui fait ça tous les jours. Vous faites quoi? Alors, premièrement, on va ralentir le rythme. Avec quoi? Avec des médicaments qui permettent de ralentir le rythme, parce qu'un rythme à 120 ou 130 ou 140 par minute, c'est pas bien toléré longtemps. Et donc, on a des médicaments qui marchent très bien pour faire cela. On peut essayer de régulariser le rythme avec des médicaments aussi qui sont spécifiques. Et puis, on va anticoaguler le patient, puisque ce qu'on va vouloir éviter, c'est justement la complication principale, qui est l'accident vasculaire cérébral lié à une embolie. Et donc, on donne des anticoagulants. Donc, l'anticoagulant qui consiste à faire le sang plus liquide pour éviter les caillots que vous allez avoir à enlever après. Les gens n'aiment pas beaucoup les anticoagulants. Est-ce que c'est justifié? Alors, les gens n'aiment pas les médicaments en général. Oui, mais les anticoagulants ont traîné pendant longtemps derrière eux une réputation de fallait aller des examens réguliers. Tout ça a changé un peu? Oui, alors on a des anticoagulants anciens qu'on utilise de moins en moins dans ces circonstances-là, qui sont les antivitamines K, et qui sont maintenant détrônés par des médicaments modernes où il n'y a plus besoin d'aller au laboratoire faire des prises de sang, qui sont très bien tolérés et qui sont beaucoup plus stables dans leur efficacité et qui marchent mieux et qui font moins saigner. Vous vérifiez au bout de combien de temps que le sang est bien coagulé? Il faut faire quand même des prises de sang de temps en temps? Non. On vérifie la créatinine, c'est-à-dire la fonction rénale, parce que ces médicaments sont éliminés par le rein. Alors, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, ils font moins saigner. Les anticoagulants, je vous dis, on va chez le dentiste, on a une plaie, le sang n'arrête pas de couler, qu'est-ce qui se passe? Mais non. Les dentistes, ils doivent pouvoir enlever une dent sous traitement anticoagulant ou sous aspirine, et il ne faut pas s'ennuyer pour ça. C'est codifié, il y a des recommandations pour ça, il suffit simplement de les appliquer. Une plaie? Ça dépend de la plaie. Une plaie, pas une petite coupure au bout des doigts, mais une plaie, quoi. Une chute à vélo. On ne va pas arrêter les anticoagulants pour ça en général si c'est une plaie superficielle. C'est pas arrêter les anticoagulants, c'est que vous êtes sous anticoagulants, donc vous allez avoir des gros hématomes. Oui, il est évident que l'accident de voiture sous anticoagulants, c'est un peu ennuyeux. Mais on a aussi des ressources pour arrêter les hémorragies. Hein. D'accord. Efficacité de ces médicaments, justement, pour éviter les AVC D'une façon générale, ces médicaments, si on parle des AVK ou les nouveaux anticoagulants dont on a parlé, ça réduit de à peu près 64% le risque de faire un accident vasculaire. C'est colossal. C'est énorme. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de patients qui devraient être anticoagulés et qui ne le sont pas. Et si on voit ça sur l'échelle européenne, on pourrait éviter par an à peu près 50 000 accidents vasculaires. Donc c'est énorme. C'est énorme, mais alors expliquez-moi pourquoi ces gens-là ne sont pas anticoagulés. À partir du moment où on les a détectés, hein. Ils ne sont pas anticoagulés, et ça, maintenant, c'est les médecins qui... Il y a une vraie frilosité, vous l'avez dit vous-même. Si vous avez un patient qui a une certaine crainte de l'hémorragie, il le fait savoir. Le médecin qui aussi lui-même va avoir peur, parce que c'est un vieux patient. Parce que c'est un patient qui tombe, qui fait des chutes. Donc à la fois, on veut le protéger de ses AVC, et puis à la fois, on a peur, et vous l'avez dit très bien, de ses complications hémorragiques. Alors moi, tout à l'heure, j'ai senti que ma frilosité était une frilosité grand public, mais là, vous êtes en train de parler d'une frilosité médicale. Je n'ai pas l'impression que ça émeut beaucoup... Non, parce que le bénéfice, il est largement démontré par toutes les études que donner un anticoagulant, malgré le risque hémorragique, est considérable sur la prévention des accidents emboliques en général et des accidents vasculaires cérébraux en particulier. Donc il faut les donner. Après, on peut comprendre la difficulté pour un médecin aussi, parce que la complication... On va la voir, l'hémorragie qui survient et qui a un effet secondaire, ou les ecchymoses ou les gingivorragies. Par contre, la prévention de l'accident vasculaire cérébral qu'on ne voit pas, personne ne le voit. Bon, alors, vous qui êtes spécialiste des AVC, vous avez plein de médecins aussi qui écoutent cette émission, il ne faut pas hésiter à anticoaguler les malades. Il faut, en tous les cas, il y a un réel bénéfice. Il y a toujours cette... Alors, ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que le risque hémorragique dont on a parlé, notamment ce dont on a peur, c'est les hémorragies graves. Celles qui font mourir les patients, qui les rendent lourdement handicapés. C'est justement l'hématome intracérébral. Très peu. En tous les cas, nos anciens anticoagulants donnaient à peu près de l'ordre de 2% d'hémorragie grave par an. Et les nouveaux diminuent de 50%.
on a 2 fois moins d'hémorragie intracérébrale. Ce qui veut dire qu'il faut aussi rassurer nos patients. Bien sûr, ça c'est important. C'est des traitements à vie ? On peut imaginer des exceptions, mais oui, c'est plutôt un traitement à vie. Très bien traité comme ça, est-ce que cette fibrillation peut s'aggraver ? Il y a des complications autres que les accidents emboliques, l'insuffisance cardiaque en particulier, qui est quand même très ennuyeux. Là, on a des traitements pour ça. Moi, j'avais entendu qu'il y avait des interventions directes sur le cœur pour diminuer ces fibrillations atriales. Expliquez-moi ça. Alors, il y a des gestes techniques qui permettent de traiter la fibrillation auriculaire. Le premier, le plus connu et le plus ancien, c'est le choc électrique qui permet de réduire cette arythmie, de retrouver le rythme sinusal. Ça se fait... Brutal, non, parce que c'est une petite anesthésie générale d'1 ou 2 minutes. Choc électrique, on réveille le patient, il est en rythme sinusal. Ça va très vite, c'est simple, ça marche bien. Mais ça ne traite pas la cause. L'ablation de la fibrillation auriculaire, qui est une technique de rythmologie, elle va traiter la cause. C'est-à-dire qu'on sait où sont les foyers qui causent l'arythmie et on va aller soit les brûler avec du chaud, soit les refroidir avec du froid. Le terme d'ablation n'est toujours pas très bien compris. C'est-à-dire que vous allez dans le cœur, alors on part dans une artère, du bras, dans une veine de la jambe en général. Une veine de la jambe. Vous remontez jusqu'au cœur, et là, vous arrivez à l'endroit qui est censé être la source des problèmes. Oui. C'est une zone qui est grosse comment? C'est une petite zone? C'est des circuits souvent, donc il faut couper ces circuits. Ah, vous les coupez carrément? Oui. Et ça n'a pas dérangé après pour la suite? Non, c'est comme un fil électrique. Quand on en a vous le coupez comment? Avec avec soit du chaud, soit du froid. Oui, j'ai vu à un moment que vous mettiez des glaces carrément. C'est de la cryoablation. Ouais. Voilà, c'est des ballons qui sont refroidis et qui permettent de déconnecter ces zones qui causent de la fibrillation auriculaire. Et le chaud, c'est le même principe? C'est de la radiofréquence, c'est le terme... Ça dure combien de temps, ça, comme exercice? C'est une intervention qui peut durer entre 1 heure et 2 heures, on va dire. Ouais. Et sans qu'il y ait de gros problèmes autrement que... Non, ça marche bien, c'est bien évalué. C'est des techniques qui ont été très développées en France avec des rythmologues français, une école de rythmologie française qui est très dynamique depuis très longtemps. Et c'est maintenant répandu partout dans le monde. Et ça s'adresse en particulier aux gens jeunes. Alors, parce qu'on n'a pas parlé d'âge. Eh oui. La fibrillation auriculaire, c'est quel âge? Alors, au-dessus de 80 ans, 10% de la population est en fibrillation auriculaire. Ouais. Bon, donc c'est beaucoup de monde. Ouais. Mais ceux-là, on ne va pas leur faire l'ablation. La fameuse radiofréquence ou cryoablation. Par contre, oui, alors on va les anticoaguler, on va éventuellement les ralentir la fréquence et éventuellement... voilà. Non, on ne leur fait pas parce que ça ne vaut pas le coup, parce qu'on juge que l'intervention est trop lourde. Non, parce qu'ils sont âgés, que l'oreillette s'est dilatée, que ça marche moins bien et qu'on n'est plus dans cette situation-là. Par contre, quand on a un sujet jeune de 40 ans qui fait de l'arythmie et qui a encore 40 ans à vivre derrière, on a intérêt à essayer de traiter la cause. Parce que là, vous n'avez pas répondu à ma question d'âge. Vous avez dit au-dessus de 80 ans, 10%. Mais c'est quoi le calendrier des fibrations auriculaires? Plus on vieillit, plus on a la chance de faire de la... Mais ça peut commencer à 40 ans. Mais ça peut commencer avant. Ça peut commencer avant. D'abord, il y a une génétique de la fibrillation auriculaire. Et donc, j'ai des parents qui ont une fibrillation atriale. Je vais faire m'examiner à partir de quel âge? Je pense qu'une famille d'arythmiques et de fibrillants, c'est un facteur de risque pour le devenir. Oui, mais vous m'avez expliqué que ce n'est pas tout le temps. Donc, comment on fait Il fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, c'est lui qui se surveille. Ce n'est pas son médecin. Ce n'est pas en allant voir son médecin qui va vous donner la... le médecin, on va le voir 2 fois par an, peut-être. Ça ne va pas suffire. Peut-être même pas. Donc, il faut bien apprendre. C'est un message de santé publique, ça. Prise de pouls. Alors, vous avez des parents qui ont une fibrillation atriale. Vous n'hésitez pas, vous prenez le pouls régulièrement. Oui. Même si vous le faites 1 fois par semaine, c'est beaucoup mieux qu'une visite médicale par an. Ça me paraît normal. Sinon, je vous aurais demandé de regarder. On va vous examiner. Non, mais c'est simple, Donc, et après, quand on est un peu plus âgé, ça s'augmente beaucoup. Alors, avec l'âge, arrive un certain nombre de comorbidités qui favorisent la fibrillation auriculaire, comme par exemple l'hypertension artérielle. Et donc, l'hypertension artérielle... Tous les hypertendus doivent prendre leur pouls. L'hypertension artérielle, 50% des gens ne savent pas qu'ils l'ont.
c'est un peu ennuyeux. Et si elle n'est pas contrôlée, elle augmente le risque de fibrillation. Dans le dépistage, vous minimisez beaucoup le rôle du médecin généraliste, en fait. À part informer son patient, il n'a pas de nom, mais il n'a pas de moyen, lui, d'aller chercher la fibrillation atriale. S'il n'y a pas de fibrillation atriale au moment où il examine, il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas quelque chose qui pourrait... Ah non, la vie du docteur est dure. Oui, là-dessus, c'est pas facile. Bon, l'espérance de vie augmente, le nombre de malades aussi. La recherche, dans ce cas précis, a toujours un coup d'avance. Oui, alors la fibrillation auriculaire, c'est un domaine de recherche clinique très important, où il y a des gros progrès qui sont faits, essentiellement en rythmologie interventionnelle, où il y a des nouvelles techniques tous les jours et des traitements extrêmement efficaces. Et donc un sujet jeune qui fait de la fibrillation auriculaire, il faut qu'il sache qu'on peut lui traiter la cause de sa fibrillation auriculaire et lui éviter un certain nombre de complications. Bon, écoutez, c'est précis, on va conclure. Il y a des dizaines de milliers de gens qui vous regardent. On va commencer par vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Eh bien, qu'effectivement, je crois que s'inquiéter de prendre son pouls régulièrement, ça devrait, comme on apprend à nos patients de prendre la tension, je crois que ça doit faire partie de la surveillance et ça s'appelle de l'éducation, de la médecine préventive. Et faire une fois par mois, 1 minute, c'est important. Bon, je vais demander de conclure avant vous, donc à vous appliquer l'essentiel de la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Si on ne trouve pas ça assez moderne, on peut le faire avec une montre connectée ou un smartphone, mais c'est la même chose. Je vous remercie. C'est notre santé spéciale fibrillation est terminée. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Pourquoi Docteur ?